Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Un apéro avec Motomag. Nous sommes sur la plage de Deauville et nous sommes surtout avec une moto qui m'intrigue énormément parce que je me suis toujours demandé, pour moi ces motos d'avant-guerre, c'est une sorte de mystère. Comment faisaient les mecs pour rouler avec des motos où il faut régler l'avance à l'allumage, avec des motos où l'embrayage est au pied, où les vitesses sont à la main, où il y a globalement pas beaucoup de suspension et pas beaucoup de frein. Est-ce que ça roule vraiment? Et la réponse, on l'a aujourd'hui en Normandie avec cette Dollard. La réponse est oui, et c'est même étonnant. Dollard, on va pas revenir dessus, contrairement aux idées reçues, c'est une marque française, elle existe de 1923 à 1939. Fred, qui est derrière la caméra, vous a fait une très belle vidéo puisqu'il y avait une exposition sur les 100 ans de la naissance de la marque Dollard au salon Rétromobile, et cette vidéo est sur la chaîne YouTube de Motomag. Dollard n'avait pas forcément ses propres moteurs. Ce modèle, qui est le 350 à moteur chaise, c'est le nom de l'ingénieur qui l'avait conçu, en fait date de 1929. J'ai pas vraiment réussi à avoir la puissance, à la louche 5, 6, 8 chevaux, peut-être pas plus. Singularité de cette moto, évidemment, démarrage au kick, évidemment molette d'avance à l'allumage ici. Elle a une option qui est extrêmement importante, c'est qu'elle a la poignée de gaz tournante. Parce que ce qui se faisait à l'époque, c'est qu'on avait la poignée de gaz qui était sur une deuxième molette. Donc ça rajoutait de la complexité à la complexité. L'embrayage est classique ici. Frein arrière au pied gauche. L'embrayage souvent est assez dur sur ces motos-là. C'est pas le cas de celle-ci qui est étonnamment, qui est même magnifiquement bien réglée, puisque je viens en gros de passer la matinée avec à me balader en Normandie et qu'au programme. Et d'ailleurs, je remercie les gens de l'amicale Dollard ainsi que Thibaut et Alain qui m'ont super gentiment et en toute confiance filé la moto en disant tiens, va rouler, tu verras. Fait le tour de France avec, c'est vachement bien. J'étais un peu dubitatif et en fait, en vrai, ça roule et c'est vachement bien. Donc celle-ci a l'embrayage assez doux. On en avait une deuxième de 350 à moteur chaise, là c'est embrayage musclore et du coup on a un petit renfort comme ça au pied droit, ce qui fait que ça commande, les deux commandent l'embrayage et selon votre position, l'équilibre, etc., on peut agir sur l'un ou sur l'autre. En suspension, on a un système de balancier comme ça, de parallélogramme à l'avant, et puis à l'arrière, la suspension, elle est là. Dans le ressort de la selle. Alors en fait, la clé, déjà le problème de ces motos-là, c'est qu'il faut les démarrer. Il faut quand même les connaître parce que c'est pas d'une évidence absolue. C'est déjà le premier acte du matin, c'est de la démarrer, vérifier qu'il n'y a pas de fuite, de trucs comme ça. Ensuite, c'est étonnant parce que pour l'instant, elle tient le ralenti. On a traversé des villes sur la côte normande, ça le fait vachement bien. Et la clé, c'est de complètement anticiper en permanence. L'embrayage est assez doux. À ma grande surprise, je m'attendais à un truc beaucoup plus dur à rouler et encore plus anachronique que ça, c'est-à-dire que l'embrayage est assez doux, la poignée de gaz est assez douce, on arrive à démarrer sans trop de soucis. Alors évidemment, il faut prendre sur soi du fait que quand on est au feu, bim, on remet l'avance à l'allumage en position neutre et puis dès qu'on roule, on la remet comme ça. Ensuite, il faut lâcher le guidon, peut-être céder avec le pied, passer la deuxième de la main droite en lâchant l'accélérateur, mais on peut le bloquer là avec un petit bouton. Si on est dans une côte par exemple pour garder du régime, parce que c'est une manœuvre qui se fait quand même pas, c'est pas un shifter le truc, donc ça prend quand même, ça se compte en secondes et pas en millième de seconde. Donc on a un petit bouton ici qui bloque la poignée de gaz pour garder du régime et repartir en côte au besoin. Donc la clé, c'est vraiment d'anticiper en permanence. Il y a un truc qui est étonnant, c'est que je m'attendais à pire à la fois en confort de suspension, c'est-à-dire qu'effectivement l'arrière est rigide, mais l'avant, j'ai connu des motos modernes qui tabassent plus que ça. La selle se ressort, mais c'est quand même une invention géniale, c'est-à-dire que globalement, à moins de se prendre des gros nids de poule, ça amortit et là, ça fait 2 heures que je suis dessus et je sens pas de douleur particulière. Et le freinage, alors là c'est pareil, vous allez dire que je m'enflamme. L'avant, c'est clair, il y en a très peu, on a même du mal à 2 à l'heure ou à 5 à l'heure au feu rouge à doser un freinage. L'arrière par contre est assez puissant, il se gère évidemment au pied gauche et si on applique la règle majeure de ces motos qui est d'anticiper un maximum, c'est-à-dire évidemment pas de périph' aux heures de pointe, mais sur des petites routes, dans des petits villages, en faisant vachement gaffe à ce qui va freiner devant soi, à ce qui va débouler devant soi, en fait je m'attendais à me faire un peu des frayeurs et c'est vrai que pour l'instant les freinages ils sont gérés, les vitesses passent proprement, c'est-à-dire que c'est pas une bataille avec le levier à la main droite. Et puis les commandes sont étonnamment douces, bien calibrées, progressives, ce qui fait que pour l'instant c'est plutôt une grosse surprise. Autre surprise, malgré la puissance modeste, en fait il n'y a pas de compteur, il y a juste un ampèremètre. Malgré la puissance modeste, Fred qui est derrière la caméra qui me suit sur une moto moderne, me disait qu'en fait sur certaines portions de départementales, je roulais à 80.
Et j'avoue que subjectivement, je pensais plus être à 50-60, d'autant que ça flippe un peu au début quand on se retrouve là-dessus. Et en fait, non, on se laisse porter avec la 3e. Pas d'idée du régime, mais bon, à vue de nez, on est à 3000 et quelque chose. Mi-régime, de toute façon, ça ne doit pas prendre beaucoup plus que ça. Et en fait, ça roule tranquillement et finalement, il y a un vrai plaisir. Donc en fait, on comprend que les mecs qui roulaient avec ça, c'était quand même déjà qui savaient faire de la moto, de la mécanique, ne serait-ce que pour la démarrer, l'entretenir, vérifier que tout va bien. Mais il y a un vrai plaisir à rouler là-dessus. Et puis 80 km/h de croisière sur du plat en 1929, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de voitures grand public qui étaient capables de tenir cette vitesse-là. Donc on est quand même sur des performances qui sont déjà assez impressionnantes. Avant de partir et de se coltiner la procédure fastidieuse du démarrage, première sensation, c'est l'ergonomie. Et à ma grande surprise, alors les gens, je pense que dans les années 20, étaient un peu plus petits que les gaillards qu'on a aujourd'hui autour de nous. Mais finalement, c'est assez naturel. C'est-à-dire que guidon bas, un peu cintré. Certes, je suis peut-être un peu grand pour ce type de machine, mais il n'y a pas, je dirais, une bizarrerie étonnante ou choquante. Il y a des motos actuelles qui sont plus bizarrement gaulées que ça. Et finalement, on se sent assez bien. L'appui est assez mesuré sur les poignets. Et du coup, ça donne une moto qui est effectivement assez agile, même si avec les pneus d'origine et le châssis d'origine, on fait pas trop le malin. Mais en fait, on se sent pas tellement embarqué par le poids de cette machine, elle est assez facile à contrôler. Voilà, donc c'était la découverte de la moto ancienne qui se conduit bizarrement avec le levier de vitesse à la main, avec les commandes un peu à l'envers, etc. Peut-être que cet après-midi, je ferai un acte de bravoure en prenant la 2e dollar qu'on me proposait d'essayer, qui elle n'a pas cette poignée de gaz tournante, mais un accélérateur à molette. Voilà, ça peut être rigolo. Autre bonne nouvelle, on l'a dit, une moto comme ça, comme c'est quand même un truc d'initié, ça vaut pas excessivement cher. D'après ceux qui les font rouler, en fait on trouve encore des pièces, ou on refabrique des pièces, et d'une simplicité absolue techniquement en termes de carburation, en termes de moteur. Et on a rencontré beaucoup de gens qui nous disent que eux font carrément des grandes distances, des Charleville-Mézières, Dijon, des Tours de France avec ces machines. Là aujourd'hui encore, on est en compagnie, on va vous retrouver, on va faire un peu de micro-trottoir sur des fous furieux bien sympathiques qui n'hésitent pas à faire de la route avec ce type de moto, découverte en tout cas. C'était comment la moto avant la moto telle qu'on la connaît, finalement c'est assez cool et ça c'est une vraie surprise. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous si vous êtes prêts à rejoindre ce cercle étonnant des gens qui roulent sur des trucs improbables, parce que la moto c'est la passion sous toutes ses formes. Soyez prudents, en dollars, avec les vitesses bizarres, avec les freins à tambour, avec pas de suspension comme sur d'autres motos. Bisous sur le casque et à très bientôt sur une émission Motomag. Marco, vous le connaissez, on l'avait déjà vu sur le sujet dollar à l'exposition Rétromobile. Marco, tu n'as pas que des motos sportives à beau pédigré. Tu n'as pas une dollar, tu as aussi cette René Gillet. Alors moi, ça me fait craquer entre les inscriptions René Gillet, Paris, l'espèce de... On dirait que ça vient d'un roman de Jules Verne, tu vois, ce truc-là, je sais pas à quoi ça sert. Un goutte à goutte. Voilà. Elle date de quand, cette moto ? Alors, c'est les premiers René Gillet avec un réservoir en selle. Avant, c'était les entretubes. Donc, c'est les premiers réservoirs en selle. Donc, on la reconnaît parce qu'elle a un petit tambour à gauche. Oui. Sur quoi c'est la même conception, hein. C'est un latéral, 750. Après. C'est de quelle année exactement ? Alors 29. 29, d'accord. Ça a des shadowcree au niveau des commandes. Je vois une espèce de pédale ici. Alors, voilà, comment ça fonctionne une moto comme ça ? Alors il y a un embrayage au pied et à main.
Oui, d'accord. Donc tu commences à débrayer tout au pied, puis tu finis à la main, c'est le finisseur. D'accord. Bon, comme tous, manette d'avance magnéto, poignée tournante. Poignée tournante, grand luxe. C'était poignée tournante. Hein. Ouais, ok. Poignée tournante, et puis après, manette d'air au niveau carburateur. Donc vitesse au réservoir. 3 vitesses comme tout le monde à l'époque. Ouais. Donc on a toujours dit que Moto Guzzi avait inventé le frein couplé. Ouais. Non, René Gillet l'avait déjà. Tiens, Marcel Pellerin, toi qui es fan de Guzzi, apprends ça. Voilà. Ouais. Parce que déjà, à l'époque, quand tu freines de l'avant, tu as une double mâchoire arrière. Ouais. Et tu freines sur la petite mâchoire arrière. Et quand tu freines de l'arrière, tu freines sur la grosse mâchoire. Il y a double mâchoire sur la mâchoire. Ça freine un peu ou ça fait peur? En fait, c'est juste une idée. Ça te rassure. L'idée du freinage. Voilà, tu dis, ouais, je freine. Mais en fait... c'est un gros ralentisseur. Parce que, en fait, moi, si tu vois là aujourd'hui, j'ai la chance, on m'a prêté une moto de 1929 comme la tienne, mais c'est un petit mono 350. Un 750, ça va beaucoup plus vite ou ça change quoi le fait d'avoir cette cylindrée plus importante? Ouais, ça roule bien et puis c'est surtout que ça reprend à bas régime. Ouais. C'est quand même 750. Si tu repars en troisième à quelle? En troisième, au coup de piston, tu repars et puis ça part. Ça part. Et puis quand tu accélères, tu sens que. Alors, ça va à 110, 115, ça vibre dans tous les sens. C'est beaucoup. S'il faut t'arrêter, c'est vraiment dur. Ouais. Mais tu sens que c'est de la longe. Bon, voilà, la cylindrée, elle y a quand même. Hein. D'accord. Une René Gillet, aujourd'hui, t'as ça, t'es seul au monde ou t'as un club, des gens qui t'aident? Comment ça se passe? Non, après, moi, je fais partie du club René Gillet. Le week-end dernier, on a roulé dans les Ardennes. Avec ça? Avec celle-ci. Toi, tu roules beaucoup avec cette moto? Bah, en fait, parce que ça me fait vraiment plaisir. Ouais. Parce qu'en plus, tu peux bien rouler. Ouais. Et après, il y avait deux petits jeunes qui avaient des René Gillet, donc des réservoirs entre tubes, donc 1918-19. D'accord. Donc une restaurée, une dans son jus, et ça roule. Hein. Et tu dis des petits jeunes avec des René Gillet, il y a des jeunes qui se mettent là-dessus, quoi. Moi, ça me fascine, je trouve ça cool parce que la relève qu'on pensait compliquée. Il y a Papa derrière qui a récupéré à l'époque. Bien sûr. Mais on se dit qu'il y a du monde derrière, c'est bien. Aujourd'hui, je veux ça coûte quoi? Tu as une idée du prix? On en trouve un peu ou c'est la pièce rarissime et j'ai pas les moyens? Alors l'argent, on arrive toujours à en trouver. Alors le pire, c'est de la trouver. Donc moi, j'ai des pistons fonte. D'accord, ouais. Cylindre fonte, piston fonte, petit tambour. Donc modèle pas trop courant. D'accord. Après, le prix... Je la mets à 20 000, je vais tomber sur un monsieur qui a de l'argent, il va me dire je la veux, il met 20 000. Ouais. Après, te dire le prix, je sais pas. Ouais, non, moi non plus, c'est pour ça. Après, la fourchette, t'as des gens, des fois, qui tu vas sortir une moto, ils vont te la vendre à 10 000 parce qu'ils voient que t'es collectionneur, que tu vas vraiment l'utiliser. Après, il y a des gens qui sont là pour faire de l'argent. On le sait très bien. C'est le monde moderne. Ouais. Toi qui as des motos modernes, justement, le plaisir de rouler là-dessus, c'est quoi? C'est le combat, c'est psychologique, c'est les sensations. C'est incomparable. Ouais. Incomparable. Après, c'est un super plaisir. Donc, c'est deux plaisirs différents, complètement différents. Merci Marco. René Gillet, bicylindre 750, le genre de moto qu'on voit franchement pas tous les jours. Moi, j'en voyais assez peu. Respect de continuer à rouler avec ces machines. C'est ça la vraie écologie. Elles ont plus d'un siècle ou presque un siècle et elles roulent encore. Voilà. Merci encore. Trois informations importantes. On est en Normandie, donc il pleut un petit peu. Autre information d'importance, on peut avoir moins de 90 ans et aimer la moto ancienne, comme le prouve Thibaut qui roule beaucoup avec $7. Thibaut, on en a déjà parlé sur l'émission que Fred, derrière la caméra, a fait sur l'exposition dollar à Rétromobile. Et puis Thibaut, merci parce que c'est la dollar que je roule aujourd'hui. Oui, elle vient aussi de chez vous. C'est quoi le plaisir? Pourquoi t'as pas une MT-07 avec des sliders comme tout le monde? Ah, alors ça, effectivement, bonne question. Et un pot d'échappement resté sur Wish. Alors déjà, j'aime pas les japonaises. Donc c'est réglé. Voilà. Donc moi, depuis que j'ai le permis, c'est Ducati. Je suis peut-être Ducati. D'accord. Donc c'est ma moto moderne. Et puis très vite, je me suis intéressé aux motos anciennes. Donc à 18 ans, j'ai commencé à restaurer une moto allemande qui est une DKW 250. Que j'ai gardé quelques temps. J'ai roulé pas mal avec. Et puis après, j'avais toujours entendu parler dans la famille, comme tout le monde possède des motos très anciennes en général, que j'avais un grand-oncle curé qui roulait en dollars après-guerre. Un grand-oncle curé qui roulait en dollars. Qui est mort il n'y a pas très longtemps. D'accord. Du coup, qui roulait en $500. Il ne savait plus le modèle me dire quoi. Et puis la sauce a pris un peu comme ça. Et voilà. Puis j'ai retrouvé aussi des photos de mon grand-père pendant la campagne d'Italie où il est sur une René Gillet. D'accord. Pareil, donc voilà, après... Je me suis dit, il faut que je trouve une dollar. Donc, c'était pas celle-là. J'en ai trouvé une 350, une R3 pour commencer. Ouais. Et puis, petit à petit,
Bah, la sauce a pris, quoi. Alors c'est quoi le plaisir de rouler là-dessus? Parce que moi je te l'ai dit, j'étais étonné, je m'attendais à pire en fait en termes de comportement dynamique, de côté compliqué à rouler. Finalement, une fois que tu as passé un peu la préaction de départ, c'est assez étonnant. Mais voilà, toi tu as tes Ducati modernes, tu sais ce que c'est qu'une moto qui freine, qui tient la route, c'est quoi le plaisir de rouler là-dessus? Et bah justement, c'est tout l'inverse, c'est de rouler à 70, 80, tranquille sur des toutes petites routes, tu vas découvrir nos paysages, on a plein de choses à voir, ce soit pas en Normandie, ça peut être n'importe où en France, hein. Et voilà, prendre son temps et puis sa vie, je sais pas, il se passe quelque chose. Ouais, il se passe un truc quand tu montes là-dessus. Je saurais pas dire. Si tu ne gardes qu'une moto dans le garage, c'est la Ducati qui dégage ou c'est la Dollar? Ah, c'est la Ducati qui part. C'est la Ducati qui part. Bon, bah, merci. Est-ce qu'autour de toi, il y a une surprise quand tu arrives et qu'on voit que des jeunes motards roulent sur ce type de moto? Ça il y en a étonne pas mal, ils sont cachés, mais il y en a quand même. Sérieux? Il y en a. Il y a alors notamment Pierre Brunetto qui est plus jeune que moi d'ailleurs et qui est le président du GAVAP. Alors le GAVAP, il s'occupe aussi, là ils vont partir 3 semaines faire le Tour de France en moto ancienne, donc en avant-guerre. Il est aussi président du René Club Gilet de France. Et ce sont des gens qui ont la petite trentaine, quoi. Ouais. D'accord, étonnant. Ben, c'est bien, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que le patrimoine est entre de bonnes mains. Il y en a quelques-uns quand même. Ouais. Il y en a moins, c'est sûr, que les personnes les plus âgées, mais il y en a quand même. D'accord. Ben, écoute, merci pour ces infos et puis encore merci de votre confiance et puis de participer, de nous faire participer à cette journée sympa de roulage avec ces motos exceptionnelles. Merci encore. De rien. Je suis avec Jean-Louis qui fait partie de ce tour du Calvados des motos anciennes. Jean-Louis, c'est quoi cette machine? C'est une moto Guzzi de quelle année? Alors c'est une moto Guzzi 250 Heron. Heron en italien ça veut dire héron. Et donc c'est une moto qui est de 1954. D'accord. Et donc là je m'entraîne un petit peu parce que je vais faire le Tour de France en moto ancienne. Ça c'est une moto qui roule, hein, qui fait du kilomètre. Ouais. C'est une moto qui a des particularités au niveau des commandes. Comment ça se conduit comme une moto moderne ou la boîte est à l'envers? Il y a plein de manettes cheloues. Comment ça marche en fait? Tout est à l'envers. Le sélecteur est à droite. D'accord. Boîte combien? 4. Boîte 4 au pied. D'accord. Voilà. Avec allumage magnéto. C'est un modèle sport équipé avec les jantes en aluminium et un carburateur spécifique avec un arbre à cam aussi. C'est une machine qui roule à peu près à 110 km/h. À 110 km/h? Ouais, 110 et ça freine ou ça fait peur? Alors ça oui, il y a des très gros freins avec des tambours ventilés. D'accord. Et point de vue suspension, c'est à compas. Oui. Voilà. Et puis cette moto s'appelle aussi le coupe-jambon. Le coupe-jambon. Parce qu'il y a le volant du moteur qui est extérieur. D'accord. Ah oui, ok, oui, bah comme effectivement. D'accord. Et ça, c'est caractériel, c'est fiable, ça démarre tous les matins, on trouve des pièces. Comment ça se passe la vie avec ça en fait? Voilà, en pièces, il y a encore un concession. Enfin, on arrive à trouver encore en France. Il y a un gars qui s'occupe bien de ça là, donc voilà, puis je fais ma mécanique moi-même. D'accord. Surtout il faut faire soi-même, puis voilà quoi. Petit demain je vais acheter ça coûte combien une moto comme ça, la louche? Ouais, c'est 6-7 000. 6-7 000? Ouais. D'accord. Dans bon état de roulage, hein, je veux dire. Après, oui, c'est à l'âge que ça, donc il faut toujours vérifier un peu. Voilà, il y a une base, après on ne sait pas. Hein. D'accord. Parce que tous ces véhicules-là, il ne faut pas l'oublier, ça a des kilomètres. Voilà. Et c'est une moto que tu as depuis combien de temps? Je me rappelle plus de ça. Mais il y a longtemps du coup. Ouais, ça fait combien de temps que j'ai ça là? Je sais plus, ça fait 5-6 ans là. D'accord. En tout cas, c'est une moto qui roule, donc bravo Jean-Louis, merci. Ça fait 7 ans que merci encore de nous montrer ta Guzzi. Y a pas de des motos des années 50 qui roulent, il y en a plein ici, et franchement les gars, respect, merci encore. Je suis avec Patrick qui nous présente sa moto étonnante. C'est une Nimbus, ça vient du Danemark, c'est ça, Nimbus, avec comme particularité un 4 cylindres en ligne dans le sens de la marche. De la route, arbre à tête. Arbre à tête quand même. Oui, c'est quel cylindré ça? C'est 750 cm3, 4 cylindres, voilà. Et c'est un moteur qui est puissant, Non, c'est pas très très puissant. Hein. C'est déjà pour les connaisseurs en mécanique, il y a que 2 paliers. Il y a un palier à chaque bout, alors que en général un 4 cylindres, il y a toujours un palier entre chaque bielle. Et donc c'est un vilebrequin qui est assez gros, bien sûr, mais ça peut pas prendre des tours
beaucoup de tours parce qu'il n'y a que 2 paliers justement. Donc on l'apprécie pourquoi? Pour sa souplesse, sa rondeur. Oui, par contre, voilà, c'est très souple. Tracte, ça démarre bien, ça tracte bien aussi. Mais bon, c'est pas un foudre de guerre, loin de là. Hein. C'était plus une moto utilitaire qu'autre chose. Alors tu m'as dit qu'en fait, du début de Nimbus à la fin de la marque, il y a eu des moteurs 4 cylindres en ligne comme ça, avec finalement assez peu d'évolution. Oui, ils ont fait une première série qu'ils ont commencé dans les débuts des années 20, qui était en 4 cylindres aussi, avec suspension avant et arrière lame de ressort, qu'ils ont arrêté à la fin des années 20, à l'aube des années 30. D'accord. Ils ont repris ensuite vers 34-35, je sais pas exactement, à faire ce modèle-là. Donc, à plus de suspension à l'arrière, par contre, fourche télescopique à l'avant, ce qui était assez avant-gardiste pour l'époque. Oui. Et ils les ont fait jusque dans les années 60. D'accord. Début des années 60, exactement, je sais pas. Mais sans pratiquement aucune évolution, ou très peu. Au niveau des commandes, on est dans le bizarre, on est dans... Non, c'est tout à fait classique. C'est une moto classique ? C'est exact. Les commandes, aussi bien frein, levier de vitesse, c'est comme une japonaise actuelle. D'accord. Voilà, c'est du même côté, c'est le frein avant à droite, l'accélérateur à droite, l'embrayage à la main gauche. Les commandes au pied, pareil. Les commandes au pied, voilà, le frein à droite, le frein arrière à droite, les vitesses au pied à gauche. Voilà. Les premiers modèles avaient les vitesses à la main, avec un levier de vitesse jusqu'aux années 40, et après ils ont passé en sélecteur. D'accord. Voilà. C'est caractériel ou c'est fiable, docile, ça roule facilement ? C'est docile, oui. Ouais. Oui, c'est docile, oui. Ça démarre relativement bien. Ouais. C'est assez coupleux, mais pas nerveux. Par contre, pas nerveux. Voilà. Et c'est confortable. Assez. Oui, oui. Merci Patrick de nous avoir montré cette Nimbus, qui est quand même le genre de moto qu'on croise pas à chaque coin de rue. Il y en a quand même quelques-unes, hein, parce qu'il y en a eu beaucoup de fabriqués. Donc pour l'administration et la poste au Danemark, et il y a des gens qui s'y sont intéressés, qui en ont importé, et puis on en trouve quand même quelques-unes dans les rallyes. Merci beaucoup, merci, bonne route avec cette Nimbus. Merci. Je suis avec Constant parce que sur ce tour du Calvados, il y a des gens qui viennent de l'étranger. Constant nous vient de Belgique et on apprend en fait qu'il y a eu plusieurs marques de motos belges. Il y a eu donc cette Saraolea. Oui. Il y a eu FN et puis il y a eu Gilet. C'est quoi la particularité de cette moto? C'est une moto un peu haut de gamme, non, une Saraolea? Oui, ça c'était la Section Sport, fabriquée en 1929. Record du Tour, 148 km/h. 148 km/h, ça? D'accord, oui. ok. C'était un carburateur à double cuve et roulé à l'alcool. Ok, d'accord. Et le record de Tour à Francorchamps, 148. 148 en 1929. En 1929. Ils étaient un peu osés, les mecs, quand même. Hein. Ah oui. Fallait oser. Au niveau des commandes, là, je vois, tu as 2 leviers qui s'entrecroisent. On est un peu dans le bizarre ou comment ça marche une moto ici, comme ça? On a l'embrayage. D'accord. Et là, on a le décompresseur. Ok, d'accord. Voilà. Ici, c'est le réglage de l'avance. Oui, comme du classique pour l'époque. Ici, c'est les gaz. Ah oui, t'as pas l'option poignée, t'as le truc qui tourne. Je l'ai modifié. D'accord. Mais au départ, ça, c'est les gaz. Ouais. Ça, c'est le choke. D'accord. Et ça, c'est le levier de vitesse. D'accord, 3 vitesses, évidemment. 3 vitesses, oui. Ça roule à combien, ça, en vitesse de croisière 70, 80, ça fait quoi? Nous, on essaye de rester entre 70 et 80. Autrement, 70 et octante, alors 70 et octante. 70 octante, non? 80? Entre 70 et 80 km/h. Oui, c'est ça, d'accord, oui, pardon. Ouais, ok. Parce qu'autrement, il y a tout qui se sert. Bon, elles ont quand même passé 90 ans, donc quelque part, il faut les préserver un petit peu. D'accord. En Belgique, il y a des clubs qui font revivre, qui maintiennent l'héritage de marques, les marques belges chez Rollea. On trouve encore un réseau de connaisseurs, des refabrications de pièces. Comment ça se passe? Oui, il y a monsieur Jean-François Perron, qui habite la région de Mettey, tout près du circuit de Mettey, qui lui refabrique beaucoup de pièces. D'accord. Sans lui, il y a l'autre. Sans lui, ça roulerait plus. Ça roulerait plus. D'accord. Voilà. T'as des motos modernes ou tu roules qu'avec ça? Oh, j'ai une GS 1250. Une GS 1250, j'adore. Mais c'est quoi le plaisir de rouler là-dessus quand on a ce que certains considèrent comme le meilleur moto du monde? C'est de tomber en panne, c'est de trouver la panne, c'est de réparer. Ça tombe un peu en panne quand même? Ça tombe rarement, mais on a chacun son tour. Hein. Chacun son tour. Voilà. D'accord. Voilà. Très bien. Ça vaut. Il y en a eu beaucoup des Saraolea. C'est facile à trouver encore aujourd'hui ou... Ceux-là, il y en a eu 1500 exemplaires. 1500, d'accord. Ouais. Bon, ben merci de nous faire découvrir ces marques qu'on ne voit pas souvent sur nos routes. Merci Constant et bon tour du Calvados. Je
suis avec Jordao et j'avais pensé lui demander pourquoi il roule pas en GSXR comme tout le monde. Et puis en fait, je t'ai vu rouler avec ta moto bécane B44 de 1932, 32, oui. C'est ça. Mais tu roules à fond sur les petites routes avec ça. Oui, exact. Et mais pourquoi? Parce que c'était une moto qui vit. Hein. C'est une moto qui vit, mais c'est performant ça, parce que non, là c'est une latérale. Hein. C'est un 350 latéral, c'est assez faible. Ouais. Mais c'est des motos qui vivent, quoi. Ça bouge de partout, donc ça vibre. Et ça te plaît? Et ça me plaît. T'as des motos modernes ou pas? Oui. T'as quoi comme moto moderne? Un R BM, un 1200 BM. Ouais. Mais ça n'a rien à voir. Et le plaisir, il est plus dans l'instant de ça. Vitesse au réservoir, accélérateur manette. Ah ouais, toi t'as la totale, t'as l'accélérateur à manette, etc. C'est compliqué de rouler avec ça, c'est caractériel ou dès que tu vas aller quelque part, ça démarre et ça t'y emmène? Ah oui, ça démarre bien. Oui, ça suit. Hein. Après, il faut connaître. Hein. Voilà, c'est vraiment, faut avoir une habitude de pilotage parce que pour le coup, c'est du pilotage avec ces engins-là. Il faut anticiper en permanence. Bien sûr, le freinage, il n'y a pas de frein. Hein. Ouais. Voilà. Mais c'est pas des bêtes de course. Ouais. Encore une fois, c'est parce que c'est un latéral. Mais quand c'est bien lancé, puis c'est des bêtes de travail, hein. C'était pour aller au travail ça. Hein. Ça roule à combien ça à fond? 70, 80. Ouais, d'accord. Okay. Donc pour un 3,5, c'est faible. Mais... C'est compliqué à envisager une relation à long terme avec ça. On a encore des pièces, on a encore des spécialistes. Il faut savoir soi-même tout faire, tout anticiper. Tout, oui, il faut être bricoleur. Faut être bricoleur et des pièces, c'est parce que c'est français. Ouais. On en trouve, hein. On a toujours le filon. Ouais. On a le filon des clubs. Et, c'est grâce au club que ça roule, en fait, globalement. Bien sûr, voilà. D'accord. Mais c'est robuste, hein. C'est des machines très robustes. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, et puis le latéral, hein, voilà. Je reviens toujours au latéral, c'est beaucoup plus robuste qu'un culbuté. Hein. D'accord. Parce que il n'y a pas beaucoup de casse. D'accord. Donc voilà, mais c'est des machines ça demande qu'à rouler. Un conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui serait tenté par l'expérience des machines d'avant-guerre? Parce qu'on hésite un peu à franchir le cap quand même, ça fait peur, tu vois, le côté mysticisme, la moto avec les commandes super bizarres. Bien sûr, la fourche parallélogramme. Vous disiez qu'il n'y en a pas une qui se comporte comme l'autre, pas du tout. Tous leurs petits secrets pour savoir qu'elle démarre comme si un millimètre d'avance là à l'image, pas sur l'autre. Exactement, là, il faut tout gérer. Mais quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait entrer dans cette aventure de la moto d'avant-guerre? Faut faire une balade avant. Voilà, on prête et faut essayer, c'est sûr. Moi, c'était ma première fois. Parce que avant, à mon compteur perso, j'étais plutôt sur la Vincent le Black Shadow et la Vélocette, donc années 50. Non, toi, et là, j'ai fait un bond de 30 ans en arrière. Pas du tout. Et en fait, je suis étonné, c'est vraiment sympa. En fait. C'est génial parce qu'on vit vraiment avec la machine. Ouais, c'est clair. Voilà. Merci beaucoup. Puis à tout à l'heure sur la route. On va devoir passer à fond la caisse. Merci encore. Je suis avec Antoine qui nous vient d'Allemagne. Antoine, ce scooter improbable que moi j'avais jamais vu, c'est quoi exactement? C'est un scooter qui était fabriqué en Allemagne. Oui. Oui, c'est le dernier modèle. Ça se voit sur le cul arrière. C'est un petit peu style américain. Elle date de l'année 60. D'accord. La fabrication a commencé en 54. Ils sont terminés à 65, oui. Les journées Noël. Et moi, à l'époque, chez nous, c'était la grand luxe. Oui, parce qu'il est hyper profilé. Plus ou moins quelque chose après la guerre. Et le confort, c'est une Tina Starter et les clignotants. D'accord. En moteur, c'est quoi dedans? C'est un 175 Téton. Oui. Moteur Téton. Et ça roule bien sur le plat, mais pour monter, il faut quand même mettre la deuxième. Très vite. Sur le plat, ça roule à combien? C'est annoncé, je crois, avec le carénage. Il existe un carénage qui est haut comme ça. Oui. Là, c'est marqué 75 à l'heure. D'accord. Mais sans carénage, tu n'arrives pas. Ah, d'accord. Ouais. Okay. Donc, c'est connu. Hein. Ouais. Et des vitesses, ici, on peut comme sur une Vespa, en fait. Oui, c'est Yamaha, c'est 4 vitesses. D'accord. Heureusement, 4 vitesses. Avant, le premier modèle, c'était 3 vitesses. Après, c'est la même galère comme un terreau. Merci Antoine de nous montrer dans le monde de la moto de collection. Il y a des scooters de collection qui sont absolument craquants. Ouais. Merci et bonne balade dans le Calvados. Merci beaucoup. Je suis avec Alain. Alain, c'est une rareté, c'est une Zundap à 4 cylindres. Ça nous prouve déjà qu'en fait Honda avec la Goldwing n'avait rien inventé. Exactement. Globalement. Ouais. Et ils ont fait ça combien de temps avant? Ça a été fait, les premières ont été faites en 1934. D'accord. C'est là les 35, celle-ci.
Et c'est quoi les particularités? Alors, le 4 cylindres à plat, il n'y a pas de problème de refroidissement pour les cylindres arrière, non? C'est super bien, il n'y a aucun problème concernant mécanique. C'était des motos très fiables, mais c'est fiable avec sidecar. Sans sidecar, là, à conduire, c'est assez dur à conduire parce que on a les vitesses sur le côté, c'est comme les vitesses au réservoir, et c'est quand même une moto qui est lourde. Mais bon, dans l'ensemble, je suis habitué quand même aux motos lourdes, aux grosses motos. C'est une moto qui est pas facile à conduire quand même. Ouais, voilà. D'accord. Et pourquoi vous n'avez pas bien un sidecar dessus du coup? Non, j'ai trop de motos avec des sidecars et j'ai trop de motos avec des sidecars. Garder les motos qui sont j'aime bien cette expression. Non, en solo qu'avec des sites, c'est déjà ça, même pour les stocker, c'est voilà. Bon, allez, là, c'est première tour de roue, elle vient d'être refaite entièrement en Allemagne. Ouais. Le moteur a été fait par un moteur une grosse société en Allemagne qui s'appelle Eschner. Des gens très sérieux, des gens très capables et qui sont capables de faire l'entretien de cette machine-là. Ils ont tout ce qu'il faut pour les pièces, ils ont tout. Bon, le prix est là, mais bon, il y a tout ce qu'il faut pour que ça marche. Donc ça roule encore tout à fait comme à l'époque. Elle marche comme une neuve, il n'y a aucun problème. Elle marche comme une neuve. C'est quoi les particularités techniques, outre le 4 cylindres à plat? Il y a des choses particulières? Il n'y a rien de particularité. Là-dessus, elle a une boîte à chaînes, au lieu d'avoir une boîte avec des pignons, c'est des chaînes à l'intérieur. D'accord. C'est une boîte à chaînes, 4 vitesses, sélectionnée comme une voiture. Non, question moteur, 4 cylindres à plat, latéral. Voilà, c'est une moto. Combien de chevaux 24 chevaux, ça 24 fait. chevaux. Non, 28 chevaux, pardon. 28 chevaux. Ça roule à 80 de croisière, 90, 80 sans problème. Ça pouvait rouler à 100 à l'heure sans problème, mais 80 c'est déjà bien. C'est bien, c'est très bien. D'accord. Merci de nous montrer cette machine rarissime parce que sur le plateau des motos qui sont déjà exceptionnelles, c'est quand même une perle. Merci et bonne route. Merci et bonne route. Pour démarrer une moto ancienne, on n'est pas sur une CB500, tu mets pas la clé, bim, voilà, c'est un peu compliqué. Donc d'abord, Alain, tu me corriges si je me trompe. Déjà, merci infiniment de me prêter cette journée, cette dollar avec laquelle on va faire 200 km. Tous les gens qui aiment les motos anciennes disent non mais ça roule, on fait le Tour de France, il n'y a pas de souci. Donc on est très content de vivre cette expérience. On va commencer par mettre l'électricité, bim, vers le haut, comme ça. Tout à fait. Ensuite, on pousse le robinet d'essence vers l'avant. Ah mais c'est un peu physique, même carrément physique. Le matin c'est un peu dur. Ensuite titillage de carbu. Oui, alors pas trop, c'est ça. Alors c'est où le... Il est derrière. Ah bah voilà. Tiens, voilà, on n'est pas bon, il fuit. Il fuit. Bon ben ça va pas partir tout de suite, ça pisse l'essence. Voilà. Je fais ça. Elle refile. Elle refile. Bon, on recoupe l'essence et puis on se rappelle dès que ça marche. Et puis après c'est pas fini, il y a l'avance à l'allumage, le décompresseur, l'embrayage à double commande, les vitesses là, enfin il se passe plein de trucs en moto ancienne. Donc voilà, 2 secondes de bricolage plus tard, l'essence est ouverte, l'électricité aussi. Donc concrètement on a l'histoire d'avance à l'allumage. Donc quand c'est froid, on met au maximum, c'est ça? Non, c'est que c'est en fonction du nombre de tours moteur. D'accord. Quand le moteur va aller doucement, on va laisser l'allumage, la bougie s'allumer plus tard que quand elle va très vite. Parce que quand le moteur va tourner vite, au final, plus vite il faut que l'étincelle se fasse pour que l'explosion ait le temps de bien... Donc au ralenti, on va la laisser un peu comme ça. Pour la démarrer, on va la mettre à mi-chemin, comme ça. D'accord. Alors là, on n'est pas dans le burlesque, on a une poignée de gaz à tirage, mais sur d'autres dollars, il y a des poignées de gaz à tirette, comme ça, manuelles, donc ça rajoute une complexité. Ensuite, donc décompresseur, ici, tout à fait. Le kick, donc l'idée c'est... À mi-course, à peu près l'accélérateur. À mi-course, voilà. Donc l'idée c'est... Toc, là je décompresse. Vas-y, un coup sec. Ah ouais, faut aller plus fort que ça. Ouais. Ah, c'est presque bon. Ça. Ouais. Faut que tu lâches, attends. Ah oui, faut que tu lâches ton décompresseur. Tu décompresses un petit peu pour lancer le moteur. Ouais. Je vais le lancer un petit peu.